Bonjour, je vais vous parler de trois grands blocs qui forment une fois assemblés une machine de guerre anti-universaliste. Il s'agit de la distinction alliés-concernés, de l'intersectionnalité des luttes et de l'approche monosystémique de l'antiracisme. Certains de mes élèves ou des personnes que je côtoie et qui sont sensibles au féminisme et à l'antiracisme utilisent ces matériaux conceptuels sans toujours se rendre compte que cela les pousse à s'opposer à l'universalisme. Il est important de comprendre ce système de pensée qui se diffuse parmi les intellectuels et dans la société. Pour ne pas être trop long, cette vidéo n'approfondira pas tous les points abordés. Un texte plus détaillé est accessible sur le site de l'Aurore, le lien est indiqué dans la description de la vidéo. Parlons rapidement de l'universalisme. L'universalisme est une idée qui considère l'humanité dans sa totalité sans exception. Il repose sur le constat que les humains partagent tous certaines propriétés qui les rendent également respectables, indépendamment de leur sexe, de leur culture ou de leur niveau social. L'importance de la culture n'est pas ignorée, mais il s'agit juste de ne pas lui attribuer un caractère absolu. Il s'agit donc ici d'affirmer qu'un être humain ne doit pas être réduit à certaines de ses caractéristiques comme sa biologie, c'est-à-dire son sexe, son taux de mélanine, ou sa culture. Ce qui dit le plus sur lui, ce sont les principes auxquels il adhère et les engagements qu'il prend. L'universalisme, c'est une alternative à l'essentialisme. Le mouvement philosophique des Lumières, qui s'appuie sur l'universalité de la raison, a tout naturellement conduit à l'idée d'un nécessaire examen critique des traditions pour combattre celles qui s'y opposent, sans avoir besoin de toucher aux autres. Olympe de Gouges, suivant cette logique, s'est opposé à l'interprétation de la Déclaration des droits de l'homme qui les restreignait à la partie masculine de l'humanité. Suivant la même logique, son théâtre a également dénoncé l'esclavage. Le refus de l'altérité est la matrice commune d'où viennent les divers modes de discrimination, phénomène du bouc émissaire, sexisme, racisme, etc. Cette origine partagée permet de penser qu'il serait incohérent d'être choqué par une discrimination et non par une autre. Sans avoir besoin de les confondre, l'universalisme permet de penser la nécessité d'une égale sensibilité aux luttes contre les discriminations. L'universalisme a été une révolution. Face au conservatisme, il propose le progressisme. Face au patriarcat, il propose l'égalité du féminisme. Face à la racialisation et au communautarisme, il propose l'antiracisme. Face à la théocratie ou au multiculturalisme, vision politique qui est à distinguer de la multiculturalité, il propose la laïcité et l'égalité devant la loi. L'universalisme inspire des modèles politiques autrement plus attractifs que ceux qui reposent sur une vision essentialiste. Cependant, on peut constater avec surprise que la dynamique semble s'être aujourd'hui en partie inversée. Des personnes sensibles aux combats sociaux s'en détournent et rejoignent le combat anti-universaliste. L'une des raisons est qu'un modèle concurrent et très séduisant est proposé. C'est ce qui va nous intéresser ici. Nous allons commencer dans un premier temps à analyser le premier des trois blocs, c'est-à-dire la distinction alliés-concernés. Tout d'abord, dans l'approche universaliste, l'ensemble des personnes doit se sentir concerné par les discriminations que subissent certains. Au contraire de ça, dans l'approche communautariste, la communauté nationale est fragmentée en groupes propriétaires exclusifs de certaines problématiques qui les concernent. La distinction alliés concernés, elle, reprend l'armature de l'approche communautariste et l'idée qu'il y a des concernés, mais elle y rajoute une catégorie, les alliés. Ces derniers doivent soutenir le discours pensé par les concernés. Dans le cadre du féminisme, cette conception s'illustre par le fait que le sexe est le premier critère qui détermine le droit à la parole. La question de savoir d'où parle la personne prime sur le contenu de ses propos. Cette conception fonctionne en étant le symétrique des modèles de domination auxquels elle s'oppose. Plusieurs problèmes peuvent se poser alors. Parmi les personnes considérées ici comme concernées, certaines peuvent chercher à nuire à l'intérêt du groupe discriminé. Ainsi, pendant la dernière campagne présidentielle américaine, Cheryl Rios, une chef d'entreprise texane, a soutenu avec ferveur la candidature de Trump. Elle a déclaré en parlant d'Hillary Clinton, ouvrez les guillemets, une femme ne devrait pas devenir présidente avec les hormones qui sont les nôtres, on ne devrait pas pouvoir être en capacité de commencer une guerre.
Fin de citation. Être une femme ne suffit donc pas pour que ce que l'on revendique aille dans le sens de l'égalité femmes-hommes. Condorcet lui apportait, plus de 2 siècles auparavant, une imparable réponse. Ouvrez les guillemets. Il serait difficile de prouver que les femmes sont incapables d'exercer les droits de cité. Pourquoi des êtres exposés à des grossesses et à des indispositions passagères ne pourraient-ils exercer des droits dont on n'a jamais imaginé de priver les gens qui ont la goutte tous les hivers et qui s'enrhument aisément? Fin de citation. En s'exprimant ainsi, il assume une parole propre, contrairement au rôle auquel il s'agit de cantonner les alliés, et c'est tant mieux. En ce qui concerne les violences de classe, faudrait-il ne plus lire Marx, au prétexte qu'étant issu d'un milieu bourgeois, sa parole couvre celle des concernés? L'appellation concerné repose sur une légitimité accordée aux victimes, et qui est reportée sur un ensemble plus grand, les victimes potentielles. Or les victimes ont bien une expérience particulière du phénomène à combattre, mais est-ce pour autant qu'elles proposent systématiquement les meilleures solutions? En Centrafrique en 2013, les victimes de milices musulmanes ont rejoint les milices anti-Balaka, et leurs représailles aveugles sur les populations musulmanes ont été terriblement meurtrières. Les victimes ne sont pas toujours les meilleurs juges. La médiation que représente la justice s'est construite sur ce constat. Ainsi, il n'est pas rare que la vengeance se laisse entraîner dans une généralisation abusive. Elle peut viser des proches ou tout un groupe assimilé à tort au coupable. Faire reposer la légitimité d'un discours à propos d'une discrimination sur le fait d'en avoir été victime pose de sérieux problèmes. L'approche universaliste procède de façon radicalement différente. Elle distingue fermement deux dimensions qui sont mêlées dans la précédente, le témoignage et la réflexion. En ce qui concerne le témoignage, les victimes ont une expérience que n'ont pas les autres, et elle doit être entendue. Cependant, en ce qui concerne la réflexion, tous devraient se sentir concernés et doivent chercher les meilleures solutions possibles. Ce qui est dit prime sur la question de savoir d'où parle la personne. Les victimes ont une place dans la production de la réflexion. Celle-ci dépendra, comme pour tous les autres, de la pertinence de leurs engagements. Leur statut de victime ne leur donne pas une autorité supérieure. Par contre, l'universalisme permet de constater que les femmes ont trop souvent été écartées de l'activité politique ou philosophique. Il s'agit donc de lutter au nom de l'universalisme pour qu'elles y trouvent toute leur place, et ce, pas seulement sur les sujets qui les concernent directement, mais sur tous les sujets. Ainsi, l'universalisme permet d'œuvrer pour le droit à la parole de tous, et donc prioritairement de ceux qui en sont injustement écartés. La distinction alliés concernés conduit en fait à une entreprise de monopolisation de la légitimité du discours. Elle ne vise pas à redonner la parole aux concernés, mais à en priver les autres, ce qui n'est pas pareil. Ce n'est là qu'un premier volet d'un ensemble plus vaste qui concourt à cette monopolisation du discours d'une façon de plus en plus sélective. La convergence intersectionnelle des luttes est une seconde étape dans la construction d'un système anti-universaliste. L'intersectionnalité est un concept inventé par une universitaire américaine, Kimberly Crenshaw. Il part d'un domaine d'études respectable et pertinent. Une personne au centre de plusieurs discriminations ne sera pas toujours en mesure d'identifier quelle est la discrimination précise qui la frappe. Ainsi, une femme de couleur au volant d'un vieil véhicule qui se ferait klaxonner, injustement, ne saura pas précisément ce qui lui vaut ce traitement. De plus, comme dans tout phénomène social, le tout est souvent plus que la somme des parties. Ainsi, la violence portée sur la personne par l'entrecroisement des discriminations est un phénomène particulier qui est à considérer et à étudier. Il y a plusieurs intersections. Celle des personnes qui subissent les discriminations est à distinguer de celle qui constitue le terrain commun des luttes. On peut être sensible au phénomène particulier, né de l'entrecroisement de discrimination que certaines personnes subissent, sans dire que les luttes, comme le féminisme ou l'antiracisme, doivent converger vers l'intersection de leurs combats. Voyons les différents modèles de lutte. L'universalisme conduit à l'idée
que tout le monde peut avoir un rôle à jouer dans la réflexion sur la lutte contre toutes les discriminations. La distinction alliés-concernés implique qu'avec le soutien des alliés, seuls les concernés sont légitimes à penser les discriminations qui les touchent. Chaque groupe de concernés a alors autorité sur la discrimination qu'il frappe. Dans l'optique intersectionnelle, la distinction alliés-concernés est reprise, mais les personnes légitimes pour parler sont les concernés de l'intersection, ce qui est encore plus restrictif. De plus, leur action doit viser l'intersection des luttes. Remarquons que l'intersection des luttes, ce n'est pas leur addition. L'intersectionnalité des luttes implique de donner une totale priorité aux parties qui leur sont communes. Il s'agit de restreindre et de focaliser les luttes sur leur intersection. Envisageons cela du point de vue du féminisme intersectionnel. Une action féministe qui ne vise pas un domaine commun avec l'antiracisme est alors suspectée de racisme. J'ai assisté à Nantes en 2016 à une conférence organisée par la Ligue de l'enseignement, intitulée « Racisme et sexisme, même combat, même racine. Éduquer, lutter contre ces discriminations ». Les deux conférencières étaient des universitaires. Elles ont expliqué à une militante d'Oser le féminisme que parler du harcèlement de rue favorisait le racisme et qu'il valait mieux à la place parler de harcèlement au travail opéré par des hommes blancs. Au lieu de tenir ces propos, il aurait été plus sain de dire que les deux étaient à combattre. Mais en fait, ici, les combats ne sont pas additionnés, ils sont mis en concurrence. Si une féministe universaliste parle d'autre chose que de l'intersection, elle sera accusée d'invisibiliser le racisme. Si au nom des principes universalistes, elle se sent concernée par des violences qui, cette fois-ci, ne l'ont pas directement menacée, comme l'excision, le port du niqab, etc., et qu'elle s'exprime à leur sujet, alors il lui sera dénié toute légitimité à le faire. Il lui sera affirmé qu'elle n'est pas une concernée, et elle sera accusée de voler la parole aux vrais concernés. Les féministes qui sont universalistes sont appelées par les intersectionnels les féministes blanches pour souligner un soupçon de racisme qu'on veut leur faire peser. Pour éviter cette appellation infamante, il faut se déclarer allié et laisser la parole aux concernés. Par contre, si une concernée consent à des traditions patriarcales, son féminisme ne devra pas être interrogé. On retrouve par exemple sur internet la déclaration suivante de l'association Les féministes plurielles de Nantes, qui se revendique inclusive. Deux points, ouvrez les guillemets. Pour ce qui est de l'association, nous tenons à préciser que pour le moment, elle est composée de femmes cisgenres, blanches, non voilées et non travailleuses du sexe. Comme nos statuts le précisent, nous tenons à laisser la parole aux concernés. Par conséquent, il nous est compliqué actuellement de proposer des actions particulières comme un happening hijab par exemple. Action par ailleurs lancée il y a quelques mois à Sciences Po Paris par des femmes voilées, le Hijab Day. Fermez la parenthèse. Toujours citation. Pour autant, nous ne nous reconnaissons pas dans le féminisme blanc qui occulte à notre sens certaines luttes auxquelles nous croyons malgré le fait que nous ne soyons pas concernés par les oppressions associées à ces luttes. Fin de citation. Qu'advient-il de l'intersectionnalité des luttes lorsqu'elles se contredisent? Par exemple, dans le cas où une femme se ferait agresser par une personne de couleur, sa plainte ne risquerait-elle pas de conforter les préjugés racistes? Au nom de l'intersectionnalité des luttes, ne vaudrait-il pas mieux que les femmes agressées ne portent plainte que lorsque leur agresseur est jugé blanc? Les universitaires du colloque déjà évoqué encourageaient leur auditoire à s'engager dans cette voie. De concert, elles ont expliqué qu'on pouvait comprendre qu'une femme ne porte pas plainte pour protéger sa communauté du racisme. Remarquons que les femmes, lorsqu'elles sont victimes de violences, sont toujours responsabilisées. En amont, on soupçonne leur choix vestimentaire d'être à l'origine de leur agression. Et cette démarche se prolonge ici. En aval, elles deviennent responsables des conséquences de leur plainte, responsables d'encourager le racisme lorsque leurs démarches suivent la voie légale. La convergence intersectionnelle des luttes ne conduit pas à plus d'énergie dans les luttes, mais à ce que certaines soient bridées pour ne pas en gêner d'autres. Le féminisme doit savoir laisser la place à l'antiracisme. Mais qu'en est-il de la relation réciproque? Faut-il s'empêcher de condamner les propos racistes d'une femme au prétexte que cela pourrait conforter les croyances misogynes? En 2013, Anne-Sophie Leclerc, alors candidate du Front National, avait comparé Christiane Taubira à un singe.
Dénoncer les propos de cette femme, est-ce encourager le sexisme? Heureusement, le féminisme intersectionnel ne plaide pas à ma connaissance pour étouffer la légitime indignation que suscitent de tels propos. Mais alors, pourquoi mélanger les combats lorsque la violence porte sur les femmes? La convergence intersectionnelle est à sens unique. Le féminisme intersectionnel permet de donner un habillage théorique visant à normaliser une pratique vue et revue, demander aux féministes de donner la priorité à d'autres luttes. Le féminisme après la lutte des classes, le féminisme après la lutte contre le racisme, etc. etc. L'égalité femmes-hommes passe toujours en second, alors qu'il s'agit là d'une discrimination essentielle. Françoise Héritier disait à son sujet: elle est à la base de toutes les discriminations et de tous les racismes. Elle a formé le moule dans lequel ils se sont coulés. C'est en réalité le cœur de tous les problèmes de discrimination. Françoise Héritier ne dit pas que c'est une discrimination plus importante, mais qu'elle est originelle. L'altérité première étant celle des sexes, il est assez logique que le rejet de l'altérité porte en premier sur elle. Il serait dommage de faire éternellement passer le féminisme au second plan. Nous avions vu que la distinction alliée concernée opérait une monopolisation de la légitimité du discours. Le féminisme intersectionnel prolonge cette entreprise dont sont exclues les féministes blanches. Par contre, des femmes jugées blanches sont acceptées à condition qu'elles se déclarent alliées, c'est-à-dire qu'elles soient des relais qui laissent la parole aux seules concernées, les femmes de couleur à l'intersection. Nous n'en sommes encore qu'au second volet de cet ensemble conceptuel. La convergence intersectionnelle des luttes inféode le féminisme à un antiracisme. Il reste à voir quel est l'antiracisme qui est proposé. Le troisième et dernier volet de cet assemblage anti-universaliste est l'approche monosystémique de l'antiracisme. Une conception naïve, et qui ne sera pas défendue ici, considère que le racisme est le fruit d'une démarche strictement individuelle et ignore qu'il est un phénomène social. Il est alors effectivement bon de rappeler que le racisme est systémique, ou plus précisément qu'il est plurisystémique. Le racisme d'un individu est grandement conformé par la société dans laquelle il évolue. Différents systèmes sociaux encouragent, redirigent et remodèlent ce rejet de l'altérité. Cette société est complexe et est composée par divers systèmes dont certains se renforcent les uns les autres par sympathie ou par une opposition clivante, d'autres sont indifférents, etc. etc. Il s'ensuit qu'il y a dans la société l'expression d'une pluralité de racismes dont les mécanismes sont globalement les mêmes, mais dont les particularités de chacun ne sauraient être niées. Ainsi, tous les racismes ne reposent pas sur la même imagerie, ni sur les mêmes ressorts psychologiques, entre parenthèses, infériorisation conduisant à la justification de l'exploitation, ou au contraire, théorie complotiste de domination pouvant aboutir à des appels à l'extermination, etc., etc. Du mouvement général qu'est le racisme, et qui doit être rejeté en bloc, on peut étudier différents racismes avec leur dynamique propre. Anti-arabe, anti-noir, anti-rome, anti-asiatique, anti-juif, anti-blanc, etc., etc. Ne pas vouloir faire de différence entre les racismes conduirait à considérer que le racisme anti-blanc aurait la même intensité et les mêmes ressorts que le racisme anti-noir par exemple, ce qui serait très problématique. Il est évident que le rejet de l'altérité s'exprime avec plus de force envers les groupes minoritaires. Il n'y a aucune raison pour invalider a priori l'existence de systèmes anti-blancs, mais il est évident que contrairement à ce que le veut faire croire l'extrême droite, ils sont d'intensité négligeable par rapport aux autres. On peut donc contrecarrer les propos d'extrême droite sans avoir besoin de nier la possibilité de phénomènes bien réels mais de faible intensité. Je vous conseille vraiment de lire l'article d'Emmanuel Desbonneaux dans le site de l'Aurore Think Tank intitulé Le racisme anti-blanc, un impensé. Les adversaires de l'universalisme voudraient faire croire qu'ils tombent dans le travers naïf dont on a parlé au début, selon lequel il est une affaire purement individuelle et non systémique. Ainsi, il rappelle sans cesse la dimension systémique du racisme, comme s'il s'agissait d'un argument invalidant l'universalisme. Il n'en est rien, l'universalisme n'a aucun problème avec l'aspect plurisystémique du racisme. Ceux qui l'attaquent en parlant du caractère systémique
défendent en fait, et sans l'indiquer, une vision monosystémique du racisme, et là ça pose problème. Il y a dans cette conception non pas plusieurs systèmes, mais un seul système générateur de racisme. Ce système serait la propriété des Blancs. Les racismes seraient d'autant plus violents que les communautés qui en sont victimes seraient indociles avec ce système. Dans cette conception, il devient inconcevable qu'une personne de couleur comme Dieudonné, par exemple, soit raciste. Tout au plus, ces conceptions ne seraient que la conséquence de la violence avec laquelle le système lui ferait payer son insubordination. De même, le racisme anti-juif devient plus difficile à saisir, car le système, ainsi conçu, ne paraît plus leur être particulièrement hostile. Enfin, le racisme anti-blanc devient simplement inconcevable, le système étant blanc, il ne peut viser les blancs. L'approche monosystémique est grossière et ne permet pas de rendre compte de la complexité des phénomènes sociaux. Ce matériau conceptuel, qui se diffuse dans la société, est plastiquement compatible avec un complotisme délétère qui cherche une causalité simple à l'œuvre derrière un réel complexe. Le système peut aisément représenter les institutions de la France. Il n'y aura qu'à parler de racisme d'État, ou plus habilement de racisme institutionnel, et de sélectionner dans le réel tout ce qui peut aller dans le sens d'une structuration étatique raciste, sans prendre en compte les politiques de lutte contre le racisme. Les principes républicains universalistes comme la laïcité seront alors envisagés comme une production particulièrement retorse du système blanc. Il n'y a qu'à ensuite varier à nouveau un peu l'échelle pour aboutir à l'idée d'un système mondial dont la République française ne serait finalement qu'un rouage. Cette idée fait le miel des forces anti-républicaines. Il n'y a plus qu'à affirmer que les Juifs se trouvent aux commandes de ce grand système mondial pour retrouver les plus vieux clichés antisémites. Les mêmes idées sont souvent défendues plus pudiquement, en faisant état d'un système sioniste, cosmopolite, à l'origine de tous les maux. En toute cohérence avec cela, un personnage comme Alain Soral, dont le site est consulté par près de 5 millions de visiteurs par mois, propose à la jeunesse de marquer son opposition au système en effectuant le geste de la quenelle. Il a choisi d'exécuter cet acte de défiance au mémorial de l'Holocauste à Berlin. Sa condamnation le 18 février 2016 a été vécue par ses défenseurs comme une confirmation du fait qu'il dérangeait le système. L'extrême droite diffuse l'idée complotiste du grand remplacement. Une partie a aisément fait un pas de plus et est arrivée à l'idée antisémite selon laquelle les juifs fomenteraient ce complot du grand remplacement. Il concerne entre autres le remplacement de la main-d'œuvre blanche devenue trop exigeante par des populations immigrées. De l'autre côté, pour une partie des indigénistes, ou une partie des partisans de l'islam politique, le système blanc est en fait contrôlé par les juifs. L'antisémitisme permet des liens entre ces deux extrêmes. Le monosystémisme, par son excès de simplification des phénomènes sociaux, est un des supports du complotisme. Sa version anti-blanc ne fait pas exception à la règle. La vision monosystémique de l'antiracisme se conjugue très efficacement avec le féminisme intersectionnel. Tout est alors vu par le prisme de la race et du sexe. Même le président de la République a utilisé ces catégories dans un discours du 22 mai 2018 en parlant de deux mâles blancs. Le système des mâles blancs concentrerait sa violence discriminatoire sur son opposé, les femmes de couleur, au centre de l'intersection des discriminations. Il faut que ces dernières puissent s'abriter de cette violence systémique dans des espaces dédiés qui sont dits en non-mixité raciale. Même les alliés intersectionnels, qui sont repentantes, ne sont autorisées à pénétrer dans ces espaces pour éviter que leur couleur blanche ne les pollue. Il leur reste tout de même une solution pour qu'enfin la blancheur sociale cesse de leur coller à la peau, revêtir un voile. Sous la tenue des opprimés, la blancheur de leur peau disparaît enfin. Cette idéologie n'est pas propre à la France, voici des années qu'elle se développe dans les campus américains. Aux États-Unis, Trump, avec son sexisme et ses propos anti-musulmans, illustre jusqu'à la caricature ce système des mâles blancs. Parmi les grandes organisatrices de la Women's March se trouvait une femme qui incarnait à merveille l'intersection hostile à Trump, Linda Sarsour.
Cette militante, qui défend la charia et se dit antisioniste, déclarait dans un tweet du 8 mai 2012, ouvrez les guillemets, Underwear bomber was the CIA all along. Why did I already know that? Shame on us, scaring the American people. Fin de citation. À propos d'un terroriste reconnu coupable d'une tentative d'attentat dans un avion. Il semble que pour elle, les attentats terroristes ne peuvent pas venir du fanatisme religieux, mais forcément du grand système blanc dont la CIA serait un des bras. Il est très significatif de constater qu'elle s'en est prise violemment à Ayaan Hirsi Ali dans un autre tweet. Cette dernière a subi l'excision et a fait l'objet d'une fatwa prononcée contre elle du fait de son opposition aux intégristes de l'islam politique. À son propos et celui d'une autre femme, Linda Sarsour, tweet le 8 mai 2011. I wish I could take their vagina away. They don't deserve to be women. Ainsi, lorsqu'une femme de couleur ne partage pas le discours attendu, elle est exclue de l'intersection. Ici, Linda Sarsour propose de terminer le travail initié par l'excision en arrachant le vagin de sa concurrente. Ensuite, elle pourra symboliquement être la seule à parler au nom de l'intersection. Dans d'autres cas, l'exclusion s'opère par le blanchiment des femmes de l'intersection qui ne se soumettent pas à l'idéologie intersectionnelle monosystémique. Ainsi, l'humoriste Sophia Aram a été accusée par le Parti des indigènes de la République d'être un agent de la République blanche. Il y a donc une entreprise de purification de l'intersection pour la rendre conforme à l'idéologie. Des femmes se font traiter de bounty, noires à l'extérieur, blanches à l'intérieur, d'arabes de service, de négresses de maison, etc. par des soi-disant féministes antiracistes. On comprend alors que le monosystémisme parachève l'entreprise de confiscation de la légitimité du discours entamée par l'addition de la distinction alliée concernée et de l'intersectionnalité des luttes. Seules les personnes de couleur et les blanches voilées, tenant un discours anti-système blanc, sont légitimes à parler au nom de l'antiracisme et du féminisme. Si on regarde ceux qui sont rejetés dans les catégories blanches, infamantes, on retrouve en fait des hommes et des femmes de toutes les couleurs qui défendent l'universalisme. L'obsession de la race et du sexe est instrumentalisée. Elle cache en fait une entreprise politique de destruction des principes républicains universalistes. L'essentialisme, conservateur et patriarcal, vecteur de structures de domination, n'était pas vendeur. Il est aujourd'hui présenté sous des packagings alléchants du type convergence intersectionnelle des luttes contre le système. Peu de personnes se déclareront spontanément hostiles à la solidarité entre certaines luttes, ou favorables au système. Cet assemblage conceptuel est une incroyable réussite marketing. Il est taillé pour séduire la jeunesse et masquer sa véritable nature. Ennemi du féminisme et de l'antiracisme, l'essentialisme a réussi à s'en approprier les codes et à en investir les places fortes. Une illustration de cette stratégie nous est fournie par la chaîne qatari en langue française AJ+. Cette petite sœur d'Al Jazeera explique à la jeunesse française ce que sont les bons combats politiques, sans leur dire qu'ils sont sélectionnés par une monarchie absolue de droit divin. Le combat contre l'universalisme y est parfois mal caché, on peut y entendre. J'ai quand même l'impression que la pensée des Lumières, elle a quand même un peu alimenté ces histoires de suprémacistes blancs. Du fait que des philosophes n'aient pas toujours tous été à la hauteur de l'idéal des Lumières, et malgré les progrès qu'ils ont permis, on en infère que les Lumières sont à l'origine du racisme. C'est de la manipulation éhontée, mais ça a une réelle efficacité. Par rapport au féminisme, c'est ce pays qui en 2016 avait condamné une néerlandaise de 22 ans pour adultère après qu'elle eût été droguée puis abusée sexuellement, et qui lance maintenant une vidéo pour critiquer le féminisme blanc. En ce qui concerne l'homosexualité, Al Jazeera déclare qu'elle est une perversion de l'Occident décadent. Mais sa petite sœur, AJ+, prend un ton gay-friendly pour lancer sur les réseaux sociaux une vidéo sur le pinkwashing d'Israël. Comme engagement antiraciste, les jeunes sont incités à s'opposer au métissage culturel en luttant contre l'appropriation culturelle.
Rien n'est dit en matière d'antiracisme sur les conditions de travail proches de l'esclavage moderne qui sont réservées aux travailleurs étrangers au Qatar et dénoncées par plusieurs ONG. Ce média vise des thèmes de gauche qui ciblent particulièrement la jeunesse. La critique du capitalisme, la lutte contre la souffrance animale, végane, etc., etc. Irrités par la façon caricaturale dont ces luttes sont menées, des citoyens décident d'en prendre le contre-pied. Ils finissent par rejeter le féminisme, fuir tout combat qui se dirait antiraciste, etc. Ils s'opposent à cette intersectionnalité qui propose un pacte de lutte, et le problème est qu'ils le font en rejetant toutes ces luttes ensemble, dans un même mouvement. Leur réaction valide par là même l'idée qu'elles sont indissociables. Ils croient lutter contre l'intersectionnalité, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils en valident le cadre. Ainsi, tout discours critique envers la mondialisation des échanges, la pollution, l'environnement, sensible au thème de la souffrance animale, etc., est sans plus d'analyse catalogué comme lié à l'approche intersectionnelle. Ils tombent ainsi dans le piège qui leur était tendu. Lorsque l'essentialisme déguisé n'arrive pas à convaincre, il peut toujours gagner en cherchant à cliver le plus largement possible. Se dire universaliste et rejeter en son nom de nombreux thèmes qui séduisent la jeunesse, c'est faire un cadeau formidable à ses adversaires. Il faut refuser de se laisser conduire par eux sur le terrain d'un dénigrement miroir qu'ils ont choisi et ne pas mélanger les combats. Les ruses et les nombreux travestissements de l'idéologie anti-universaliste ne changent rien au fait que ces principes heurtent la raison. L'emballage est une réussite en matière de communication, mais il ne peut pas lier au caractère friable du matériau conceptuel. L'approche racialiste défendue par cette triplette conceptuelle n'oppose pas de résistance de fond à l'extrême droite. Et cela va plus loin. Cet outil de destruction des principes universalistes ouvre même des brèches qui profitent à l'extrême droite. En s'échinant à affaiblir le rempart républicain qui lui fait obstacle, il permet en parallèle l'entrée des idées d'extrême droite. La distinction alliée concernée, l'intersectionnalité des luttes et l'approche monosystémique du racisme sont trois blocs conceptuels qui s'assemblent parfaitement pour former un système de pensée particulièrement cohérent. Mais il s'agit d'un système qui ne s'assume pas comme tel. Il séduit des personnes souvent sincères, mais promeut une idéologie qui ne l'est pas. Et c'est ce manque d'honnêteté intellectuelle qui en rend la critique particulièrement nécessaire. Lorsque l'extrême droite, par exemple, essaye de s'approprier la laïcité, la malhonnêteté rend cette entreprise de séduction particulièrement détestable. Et lorsque la visée intersectionnelle et monosystémique prétend être le renouveau du féminisme et de l'antiracisme, ça l'est tout autant. De loin, ces concepts paraissent brillants, parce qu'ils ont été taillés avec une intelligence martiale. La solution, c'est de les déconstruire avec attention pour en faire apparaître les nombreuses fissures.